Bienvenue sur la chaîne Nathalie Je compte pour vous, nous compte-t-elle. Alors en premier lieu, quelques mots de l'auteur. Bonjour Astrid. Bonjour. Alors Astrid, aujourd'hui c'est ta voix qui nous ouvre à l'intrigue de cette nouvelle histoire, piochée parmi les nombreuses dans ton livre Chante encore, paru aux éditions Baudelaire en 2014. Alors son titre, À l'embouchure de la rivière. Alors pourquoi ce titre ? Et sur quel chemin nous emmènes-tu ? Cette histoire m'a été inspirée par la beauté de certaines constructions faites par l'homme, mais aussi par le mauvais usage qu'il en fait parfois, par la facilité avec laquelle l'être humain, grisé par sa réussite, se laisse envahir par un sentiment de toute puissance, souvent au détriment des autres. Et ça aboutit alors à une profonde injustice, jusqu'au moment où l'injustice sera réparée, même si cela doit prendre du temps. Oh, magnifique pensée. Effectivement, bien, merci pour celle-ci qui, en fait, nous entraîne à l'embouchure de la rivière et hâte de découvrir ce qui s'y passe. Merci beaucoup, Astrid. À l'embouchure de la rivière, large et profonde, se tenait, le long d'un quai de grosses pierres de taille, prêt à prendre son envol sur les flots, un vaisseau magnifique. Sa proue, qui se maintenait fièrement hors de l'eau, comme pour se faire admirer davantage, était décorée de motifs en ivoire incrustés dans le plus chaud bois de cyprès. L'effet était saisissant pour celui qui le voyait pour la première fois. Aucun autre dans tout le port n'était pareil à celui-là. Ses bordages en genévrier en épousaient la forme avec délicatesse. Des mains d'habiles tisserandes avaient confectionné dans un lin venant d'Égypte toutes ces voiles. Le capitaine se tenait sur le pont, à l'avant, regard vers la mer. Ses yeux ne voyaient rien que les vagues qui venaient se heurter au courant descendant de la rivière. On le sentait impatient, fébrile. Il ne cessait toutefois de se retourner régulièrement pour regarder en contrebas le travail des esclaves qui chargeaient dans la cale de lourdes malles de bois. À ses pieds, des tapis tissés à la main entremêlaient les couleurs pourpres et bleues, couleurs que l'on retrouvait sur le pavillon à l'arrière du bateau. Il n'avait qu'une hâte, c'est que cette troupe déguenillée en finisse. Rester à proximité de la terre lui était insupportable, et la vue de ces pauvres gueux chatouillait désagréablement sa conscience, même s'il apaisait en prétendant qu'il ne pouvait faire autrement. Oui, évidemment, sans lui, ces gens n'auraient même pas de quoi acheter un morceau de pain, et beaucoup avaient une famille nombreuse à nourrir. C'est alors que le second vint lui annoncer qu'un incident inattendu sur le quai de chargement allait retarder le départ. Il bouillonna de colère et, traversant tout le navire d'un pas décidé, se résigna à aller voir de plus près de quoi il en retournait. Bien sûr, il n'avait écouté que d'une oreille, terriblement contrarié, et lorsqu'il sauta sur la pierre dure et glissante du quai, il faillit trébucher, ce qui augmenta encore sa mauvaise humeur. Et oui, lui, le maître. « Hé ! Qu'est-ce qui se passe ici ?» Un matelot, apeuré, désigna du bras une caisse complètement éclatée sur le sol et dit, en haussant les épaules, « C'est trop lourd pour eux, capitaine. Ils ne peuvent pas porter ça. » « Oh, de quoi te mêles-tu ? Qui est le patron ici ?» Puis il se tourna vers l'esclave qui gisait à terre, une jambe coincée sous le chargement. Chargement éparpillé au sol, des ouvrages en fer forgé de toute taille, toute forme, des commandes à livrer à l'autre bout de la mer et dans un délai assez court, et des cassettes contenant de l'argent, de l'étain, du plomb posés sur le dessus avaient roulé même plus loin. La victime gémissait sous la douleur atroce. Son membre semblait écrasé. Et s'il perdait sa jambe, il perdrait son travail. Il regardait le capitaine avec des yeux suppliants. Oh oui, je suis sûre, vous avez deviné. Celui-ci ne se laissa pas attendrir un instant. « Debout ! Vous là, soulevez-moi ça ! Allez chercher le médecin du bord ! Il me faut tous les hommes pour partir, sinon nous n'arriverons jamais au bout. Allez, continuez à charger. Et vous là-bas,
Faites monter d'abord les chevaux et les béliers. Ce sont les pièces qui ont le plus de valeur. Hé, qui a la charge des cornes d'ivoire? Moi, mon capitaine. Eh bien, tu as intérêt à y faire attention. Que tout cela arrive intact au fond de cale. Gare à toi si tu essaies de me voler quoi que ce soit. On s'en apercevra vite. Eh oui, mes gaillards, tout est répertorié, noté, compté. Je suis un capitaine qui a de l'ordre. Bande de pouilleux. Tout à sa colère, il ne remarqua pas un changement sur le visage des captifs. Ne vit pas non plus qu'ils se rapprochaient, pas plus qu'il n'entendit un grondement sourd s'amplifier. Il s'approcha du blessé, tandis qu'on enlevait lentement les débris et les lourds ouvrages, et soulevant le bras de celui-ci d'un geste brusque, il tira d'un coup sec, provoquant un hurlement de douleur, tel qui fut entendu jusque dans les cieux. Les autres se groupèrent alors davantage, en masse compacte, et un rugissement sortit de toutes les poitrines à la fois. Le second, dans la peur, ayant vu venir les ennuis, prit la poudre d'escampette, se réfugiant sur le voilier derrière le grand mât. Mais de là, il assista impuissant à la suite des événements qu'il consigna plus tard dans le journal de bord, seule chose qu'il put sauver du magnifique navire qui ne quitta jamais le quai. De sa cachette, il regarda les rebelles approcher. Il vit le capitaine reculer lentement, sortir son pistolet et tirer en l'air. Cela ne fit qu'exciter davantage la rage de ses assaillants. Ils en étaient à le toucher, quand l'un d'eux, le plus grand et le mieux bâti, se plaça devant eux. « Non! Arrêtez! Pas de sang! Nous serions pires que cet homme! Par contre, je vous laisse seul maître de la cargaison. Prenez ce que vous voulez. » Alors, dans un vacarme de joie, les insurgés se ruèrent sur les caisses, les défonçant à coups de pied, à coups de poing, donnant toute la rage, la vigueur qui leur restait, s'acharnant sur les objets pour ne pas s'acharner sur un être humain, aussi ignoble de comportement soit-il. Le blessé les encourageait de la voix et les guidait, car il connaissait bien les emplacements. « Et là-haut à droite, ce sont les tissus. Et à gauche, il y a les caisses avec les châles et les tapis. Et puis, vous en trouverez une juste en dessous. La plus petite caisse, elle contient les huiles et les baumes. » Et c'est ainsi, quel carnage, qu'une mare de plus en plus grande, huileuse, poisseuse, se répandit sur les magnifiques tapis, sur les tissus teints et brodés, sur les châles chatoyants. Lorsqu'ils découvrirent encore un coffre de bouteilles de vin bien bouché, leur joie devint du délire. Ils cassèrent les goulots en les frappant sur le sol et répandirent sur la tête même du capitaine suffocant tout leur contenu, embaumant l'air ambiant. Celui-ci appelait en vain à l'aide. Alors pour le faire taire, on le bâillonna et on le ligota. Persuadé qu'il le jetterait à la mer, il tomba. Oui, lui, aussi puissant narcissique soit-il, il tomba à genoux dans une position suppliante qui n'engendra que ricanement. C'est alors que le médecin du bord apparut courageusement sur la passerelle de débarquement. Calma un peu les esprits. Il était urgent de s'occuper du blessé qui avait, hélas, depuis perdu connaissance. Alors il ne fallut pas longtemps pour constater que la jambe de cet esclave était bel et bien perdue. Plus jamais cet homme ne pourrait travailler. Et ses compagnons qui souhaitaient l'aider, comment le pourraient-ils, eux si démunis qu'ils étaient? Douloureuses larmes. Eh oui, de lourdes larmes roulaient sur les joues du vieil esclave lorsqu'il reprit conscience. Le spectacle de la vengeance de ses congénères ne l'apaisa pas. À quoi bon? Cela ne lui rendrait pas sa jambe. Il n'avait même pas de ressentiment envers le capitaine. Sa colère était tombée. Il ne lui restait plus que son impuissance, un sentiment de grand vide qu'on nomme généralement désespoir. Et à ce moment-là intervint le médecin. « Je connais un pays où l'on peut soigner ce genre de blessure. Il existe quelque part dans ce monde un seul être qui peut remettre cette jambe en état. Mais il faut aller loin, et surtout, il faut faire vite. Allez,
Prenons ce bateau. Jamais! Moi vivant! Jamais vous n'aurez mon bateau! Le capitaine, à force de contorsion, avait réussi à se débarrasser de son bâillon. Et avant que quiconque ait pu l'arrêter, il courut sur la passerelle, empoigna une énorme masse calée contre le grand mât et entreprit de démolir à grands coups furieux tout ce qui lui tombait sous la main, fracassant les bordages, trouant le plancher, détruisant l'escalier menant à la cale, arrachant, cognant, totalement déchaîné, si déchaîné qu'on aurait cru voir le diable en personne. Il semblait, partout à la fois, que les marins, si stupéfaits, comme même paralysés, étaient là à observer cette folie que, pendant un bon moment, pas un ne fit un geste pour le retenir. Le second, quant à lui, en avait profité pour débarquer et disparaître dans la nature environnante. Et se réveillant de leur stupeur, au moment où ils voyaient le bateau chargé d'eau se coucher sur le côté, tous réalisèrent que leur seul espoir, était en train de s'envoler, ou plutôt de couler. Imaginez le blessé, il pleurait de nouveau, mais il y avait cru un moment à ce miracle possible. Le médecin s'approcha de lui et lui tenant fermement la main, le regarda bien en face. « Je te promets que tu seras sauvé. Me crois-tu ? Comme j'aimerais. Aie confiance. Je sais où se trouve une autre caisse. Elle est si petite. J'ai vu, le capitaine l'a chargée lui-même. Mais il n'y a plus une seconde à perdre maintenant. Il faut faire vite. Je vais la chercher. Je reviens. » Lorsqu'il réapparut, quelques instants plus tard, avec une petite caissette sous le bras, le vaisseau sombrait dangereusement. Alors, sous les yeux du blessé et de tous ses compagnons de bord, le médecin ouvrit lentement la caissette et on vit étinceler sur fond de velours rouge des centaines de pierres précieuses, des turquoises, des rubis, des coraux et divers bijoux déjà façonnés avec une telle minutie qu'on en devinait toute la grande richesse. C'est alors qu'un craquement sinistre les fit se retourner. Et de là, ils aperçurent le vieux fou, debout sur le pont, un bras accroché au mât, les maudissant, poing tendu, et coulant lentement avec son navire aussi somptueux qu'il l'était. Les pierres précieuses suffirent pour décider un hardi marin à tenter l'aventure. Aller à la recherche d'un homme mystérieux dans un pays mystérieux. Oh, ça lui plaisait beaucoup. Oh, il n'avait pas de préjugés contre les esclaves. D'ailleurs, il ne les voyait pas comme des esclaves, mais des hommes. Ah, il n'y avait pas d'ivoire incrusté dans sa proue. Mais sa nef tenait la route et le vent. Hisseo! Alors ils partirent, soudés non par des chaînes, mais par la liberté, liberté chèrement acquise, chacun mettant la main à la pâte, mangeant ensemble et surtout, veillant le blessé, qui les regardait, attendant, confiant, l'arrivée dans le pays tant attendu.